Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de force et pour vous expliquer que dans la force, il n'y a pas que les muscles qui rentrent en jeu, il y a aussi l'énergie possiblement accumulée dans les structures tendineuses et élastiques des fascias, des tendons. Et que parfois on peut se tromper en pensant que des personnes vont s'entraîner et développer du muscle parce qu'ils font des séries longues avec des poids importants, alors que le travail musculaire effectif qu'ils font n'est pas si important que ça et qu'il y a dans leur travail beaucoup de restitution énergétique, d'énergie cinétique, qui est accumulée dans la mise en tension des structures moléculaires des tendons et des fascias. Alors, tous les muscles du corps humain ne sont pas homogènes dans la façon dont sont répartis tendons, plaques tendineuses, plus ou moins élastiques, et fascia, plus ou moins élastiques. Alors, les fascias ont des rôles de restitution énergétique, mais aussi des rôles de gainage, c'est-à-dire qu'ils vont gainer et entourer les structures contractiles du muscle pour faire tirer le muscle dans le bon sens et éviter d'avoir des paquets de muscles qui sortiront, de paquets de muscles, d'appareils contractiles qui sortiront d'une façon anarchique à droite ou à gauche ou devant ou derrière s'ils ne sont pas gainés par des sacs de fascia. Donc si vous regardez les muscles sont entourés dans du fascia, cette couleur un peu nacrée que vous avez quand vous achetez de la viande, quand vous avez un gros bloc de viande ou quand vous occupez vous enlevez, vous dépecez un lapin, si ça vous est déjà arrivé, vous avez toute plein de surfaces nacrées, ce film nacré, ces pellicules nacrées qui entourent la viande et qui la structure et la gaine et lui donne sa forme. Parce que si les fibres contractiles n'étaient pas gainées, tout ça partirait en bouillie à droite et à gauche. Donc les fascias ont un rôle très important dans le gainage, mais aussi dans la restitution énergétique. Alors, ce qui est marrant en musculation, c'est qu'on voit alors sur certains muscles comme les mollets, le triceps sural, le jumeau solaire, ou les ischios, on voit qu'il y a, en fonction des individus, une grande part de travail qui va être facilité par un appareil tendineux et des fascias qui vont être plus importants selon les individus. Ainsi, certaines personnes qui ont par exemple des mollets très courts, comme on peut le voir souvent chez les Africains subsahariens et principalement les Sahéliens, vont pouvoir, s'ils se mettent sous une presse à mollets, malgré leurs tout petits muscles, leurs tout petits jumeaux et leurs tout petits solaires, on parle de surface de masse contractile qui n'est pas très importante, ils vont quand même malgré ça pouvoir, s'ils se mettent sous la barre, sous la presse à mollet par exemple, et descendre en mettant en extension le mollet, pouvoir remonter de grosses charges et faire de la série longue sans éprouver beaucoup de fatigue, alors qu'ils ont un appareil contractile, ils ont le moteur musculaire qui n'est pas très développé. Pourquoi ? Parce que quand ils vont prendre la charge sur les épaules, et ils vont descendre, ils vont étirer le muscle, effectivement, mais ils vont surtout étirer les fascias et leur long triceps sural, leur long tendon d'Achille et la plaque tendineuse qui remonte sur le triceps sural, ils vont les tirer un maximum et cet étirement va accumuler énormément d'énergie cinétique dans l'étirement des structures moléculaires des tendons et des fascias qui les suivent. Et quand ils seront en bas de la flexion complète, ils vont pouvoir repartir, c'est comme un élastique,
avec toute la charge avec tout l'étirement qui aura été accumulé par la mise en tension par la machine. Donc ils vont repartir et le travail musculaire ne sera pas si important. Ce qui contraste souvent avec des types qui ont des gros mollets et un triceps sural très court, vous savez, ces mollets qui descendent très bas, ce qu'on appelle les mollets de cycliste ou de montagnard. C'est pas faux, puisqu'en général, les montagnards ont des mollets très longs qui descendent très bas, très volumineux, et qui en vérité ne sont pas si efficaces que ça pour le déplacement, mais qui ont d'autres qualités qui leur sont propres, qui leur sont conférées par leur volume musculaire et leurs faibles tendons. Donc eux, pour une même charge, par exemple, qu'un petit Africain avec un tendon très long, un grand Africain avec un tendon très long et des petits muscles africains subsahariens, des petits muscles du triceps sural, donc des petits gastrocnémiens et solaires, pas très massifs, mais un grand tendon, pourra faire des charges aussi lourdes quasiment qu'un type caucasien, on pourrait dire, ou inuit, avec de très gros mollets et un tendon très court, pas du tout efficace pour restituer l'énergie de la mise en tension, et ça sera uniquement un travail musculaire à ce moment-là. Et par contre, il pourra développer facilement son muscle puisque l'énergie n'aura pas été accumulée dans les tendons, et c'est uniquement les muscles qui vont produire la remontée et l'extension du pied. Donc un mollet pas extrêmement efficace pour la force, mais qui va pouvoir se développer en volume et en force aussi, mais qui ne sera pas hyper performant pour la course, puisque à chaque pas, il ne pourra pas restituer l'énergie de la chute dans cette structure tendineuse que sont ces longs tendons du soléaire et tendon calcanéen qu'on appelle le tendon d'Achille, et par-dessous aussi la voûte plantaire, le fascia plantaire, très tendineux, un fascia très épais, qui joue aussi le rôle d'accumulateur énergétique, d'espèce d'élastique aussi sous le pied. Donc tout ça, il y a sous le pied, un fascia, le calcanéum et ensuite le triceps sural et la poulie de réflexion en fin de compte qui est le calcanéum et qui permet à chaque fois que le pied va être posé au sol de récupérer toute l'énergie de la chute dans cet appareil tendineux et dans ces fascias pour repropulser ensuite l'individu. Donc ce sont des mollets tendineux qui jouent comme des ressorts, pas besoin de gros blocs moteurs à ce moment-là pour courir à partir du moment où on met en tension par la chute, par le poids de la chute, par la chute, on met en tension les structures et on repart à ce moment-là. Un gros mollet musclé, lui, massif et qui descend bas, très court et très long et pas du tout court, lui sera moins performant pour courir, mais par contre au travail il pourra se développer, même si sous la machine il ne prendra pas forcément plus lourd que le mollet d'un type qui a un gastrocnémien, donc solaire et un gastrocnémien, un triceps sural très long, très court, avec un long tendon. Voilà, il ne sera pas forcément plus efficace. Voilà, c'est très intéressant de le comprendre. Alors, on a le même type de récupération énergétique dans les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse. On a des gens qui vont avoir les muscles de l'arrière de la cuisse extrêmement fibreux et tendineux. Alors de base, les muscles de l'extérieur de la cuisse, c'est-à-dire le biceps, comment ça s'appelle, le biceps, il y en a deux qui s'attachent là, je vais vous les montrer. Voilà, les ischio-jambiers sont là, alors on en a quatre, semi-membraneux, biceps crural et courte portion, longue portion ici, celle-là est monoarticulaire et celles-là sont biarticulaires et c'est celles-là qui sont souvent très tendineuses et toujours très tendineuses chez les humains et beaucoup plus tendineuses chez certaines populations, par exemple les Africains subsahariens pour des raisons climatiques. Alors, bien sûr, mais pas tout, on trouve de tout partout, bien sûr. Alors bien sûr, ces muscles, en fonction des individus, les
donc les ischios vont être plus ou moins tendineux, ce qui va faire que, par exemple, quand les individus vont faire du soulevé de terre, ils vont monter, quelqu'un qui a des ischios extrêmement tendineux, quand il va monter la barre, il va se redresser avec l'aide du fessier, bien sûr, soulevé de terre, dos droit de préférence, comme le dit, n'écoutez pas les zététiciens, ce sont des couillons. Donc dos droit, bas du dos, on va dire bas du dos en extension, donc il va faire une extension des jambes et du buste, avec contraction des fessiers et soulevé de terre, avec un gainage des abdos bien sûr, et un maintien en contraction des lombaires. Et quand il arrivera en haut et quand il va redescendre, et à ce moment-là, en se penchant en avant, ce sont les ischio-jambiers qui vont retenir la barre. Et ces ischios vont jouer comme des élastiques en accumulant énormément d'énergie cinétique quand ils sont très tendineux, ce qui fait que l'individu va monter une barre à 200 kg au démarrage. La première barre en soulevé de terre va être plutôt difficile pour lui, mais quand il va descendre et repartir, s'il ne s'arrête pas en bas, il va se retrouver avec entre 10, 20, 30, 40, 50 kilos de moins accumulés. En vérité, ce sont de l'énergie accumulée dans la mise en tension des fibres tendineuses des ischio-jambiers. Alors les ischio-jambiers, ils s'appellent bien semi-tendineux, semi-membraneux, pour des raisons bien précises, c'est qu'ils ont entre leurs fibres, le semi-tendineux a des plaques tendineuses qui se mettent en tension, et semi-membraneux, il est plein de membranes, c'est-à-dire que quand on les regarde, ce sont des muscles extrêmement membraneux et donc un fascia très épais qui les recouvre et qui se met en tension, même à l'intérieur, il y en a un partout, et qui permet justement à ces muscles de fléchir la jambe, mais aussi de retenir le buste quand il part en avant, et il a une fonction très importante pendant la marche et surtout pendant la course, puisque c'est ce muscle-là qui vous empêche de faire un roulé-boulet et qui empêche votre buste, quand vous faites une réception sur un pied, de partir en avant, puisqu'il prend toute la tension en lui. Alors, cette tension, bien sûr, quand vous êtes un sprinter de haut niveau, elle est de plus en plus élevée, puisque vous prenez de plus en plus de vitesse, et vous pouvez avoir de graves déchirures à cet endroit-là, puisque ce sont des muscles qui sont faits pour stopper le buste, accumuler une tension énorme, et ensuite la restituer pour la propulsion. C'est les ischio-jambiers, c'est leur rôle. Et c'est les muscles qui sont souvent le plus lésés. Alors je vous l'ai dessiné en petit schéma ici, c'est marrant à voir. Le gars arrive au sol, stop, il arrive au sol sur le talon, sur l'avant-pied, ça dépend des gens. Et là, il y a une tension extrêmement importante aux ischios, parce que si vous n'aviez pas les ischios, votre buste partirait en avant comme cela. Le même principe avec le solaire, ici le triceps sural qui est là, et le gastrocnémien, et vous voyez ici un tendon qui repasse, vous voyez ici l'aponévrose plantaire, donc tout ça permet de restituer l'énergie et de repartir. Donc c'est pour ça que quand on voit des sprinteurs qui courent et qui s'arrêtent d'un coup, c'est rarement une déchirure du quadriceps, c'est une déchirure à la réception des ischios et aussi du grand adducteur, qui joue un rôle, qui joue le même rôle que les ischios, qui a à peu près la même fonction, mais en étant en plus à l'intérieur. Donc la partie plus haute, plus centrale, alors c'est la partie, il y a une partie, elle part en éventail, donc il y a une partie du grand adducteur qui joue le même rôle que les ischios et qui va avoir une tension énorme quand il va y avoir une réception. Voilà. Et qui risque de se déchirer. Donc les déchirures pour les sprinteurs, c'est souvent au niveau des ischios, bien sûr, du grand adducteur et bien sûr des mollets, puisque c'est eux qui récupèrent l'énergie cinétique. Alors, il faut savoir que si les Africains, je l'ai expliqué déjà, je mériterais d'avoir un prix pour ça, puisque c'est une des lois de la biomécanique, on va dire une des lois de la thermorégulation humaine, c'est que cet appareil tendineux et ces fascias, c'est l'importance des fascias, a une importance est bien plus importante chez ces populations qui vivent sous des climats chauds, pour la bonne raison qu'ils ont un rôle primordial pour empêcher l'individu de monter
en chaleur, puisque en récupérant l'énergie cinétique de la chute, donc dans la réception, ils vont dispenser le muscle de contraction musculaire et générer un déplacement économique. Alors, principal but de ces fascias extrêmement développés chez l'homme, dans un premier temps, ce ne fut pas de prendre de la vitesse, bien que ça aide, et de courir très vite pour fuir un prédateur, puisqu'on les a tous éliminés progressivement, mais ils se sont conservés pour des raisons de thermorégulation, puisqu'ils vont éviter la montée en chaleur de l'individu par contraction musculaire du bas des jambes, qui va produire beaucoup de chaleur, puisque on connaît à peu près la consommation d'un muscle. On sait qu'un muscle, globalement, bien sûr, c'est 30% dans sa contraction, 30% dans la contraction des fibres musculaires, 30% qui est utilisé pour le mouvement, donc la contraction musculaire, et 70% qui va être dissipé en chaleur, ce qui fait des muscles chauds des mammifères, un outil extrêmement efficace pour pouvoir se déplacer en climat plus ou moins froid, par exemple la nuit aussi, des fois, mais qui est un outil qui consomme énormément d'énergie, qui produit énormément de chaleur, ce qui peut être très désavantageux si vous vous déplacez en pleine journée et au soleil en faisant surchauffer la machine. D'où, pour l'homme qui s'est développé dans un milieu de savane arborée et ensuite qui a vécu une grande partie de son existence, s'est développé sur le continent africain, donc au niveau équatorial, près du niveau équatorial, dans un climat chaud, c'est devenu, et diurne, c'était la journée, un problème compensé justement par ce système tendineux et de fascia, récupérant l'énergie cinétique et empêchant de monter en chaleur lors des déplacements la journée. Système extrêmement efficace associé à la situation qui permettait de se déplacer économiquement sans produire de chaleur pour surchauffer et de poursuivre des proies, des fois, qui, elles, n'avaient pas ce système, aussi les mammifères qui produisent de la chaleur quand ils se déplacent et qui finissent par s'épuiser et ne plus pouvoir se déplacer à cause d'une surchauffe de l'organisme que n'ont pas les hommes qui les poursuivent en trottinant. C'est une base évolutive, on s'est développé comme ça. Ça n'a pas été mis ça n'a pas été découvert par les paléontologues ou les biomécaniciens, ce système de récupération énergétique pour la chaleur, parce qu'ils sont souvent de très bons anatomistes, comme je le disais à Michael Gundil, de très bons biologistes, mais ils ont souvent de graves problèmes dans la compréhension de la biomécanique, et ce n'est pas forcément des gens qui vivent leur corps, comme moi je le vis en tant que sportif, en tant que dessinateur aussi qui comprend les fibres, et en tant que concepteur de machines de sport, et professionnel dans mon domaine de la biomécanique depuis plus de 30 ans, puisque je vis de ça depuis plus de 30 ans. Et puis j'ai commencé à étudier ça il y a plus de 45 ans. C'était ma passion. Donc c'est très important de comprendre cela. Alors, bien sûr, ce système de thermorégulation, récupération d'énergie, s'est perdu au nord, comme je l'ai souvent expliqué. C'est pour ça qu'on retrouve des gros mollets chez les Inuits, chez les Allemands du Nord, par exemple, les Vikings, les Scandinaves ou les Slaves, même les Asiatiques du Nord. Les Asiatiques ont souvent des gros mollets aussi, puisque ce sont des populations au Nord qui ne vivent plus sous des climats extrêmement chauds et dont la pression sélective n'est plus du tout la même, et la pression sélective va se faire plutôt dans la conservation de la chaleur et la production de chaleur pour pouvoir se déplacer en climat froid, ne pas geler et produire de la chaleur quand on a assez à manger. Ça consomme beaucoup, mais ça permet de se déplacer et de s'activer quand il fait froid, d'une façon qui paraît peu économique, mais qui dépense beaucoup d'énergie, mais qui permet d'en récupérer beaucoup plus par la suite. Bien sûr, si on dépense beaucoup d'énergie, ça paraît consommateur d'énergie, c'est gros mollets, ça nous permet aussi d'aller en chercher beaucoup plus. Donc on dépense plus pour récupérer encore plus. Donc d'où le développement aussi de ces cultures, de ces hommes qui ont colonisé l'Eurasie. Donc de gros mollets, avec un petit calcanéum, ça n'a pas du tout comme fonction
d'être puissant. Au contraire, hein, ça a plutôt comme fonction de perdre de la puissance, hein, puisqu'on va perdre de l'énergie, on va faire la restitution de l'énergie cinétique qui est accumulée dans les tendons, au détriment d'une contraction musculaire pure pour produire de la chaleur. Donc moins efficace pour le déplacement et la force en vérité, hein, mais plus efficace pour produire de la chaleur. Hein. C'est contre-intuitif, mais effectivement un gros mollet, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour courir vite et c'est pas ce qu'il y a de mieux en vérité pour faire des grosses charges à la machine à mollets. Hein, vous l'avez ici, j'ai mis 2 mollets, ça pourrait être un néandertalien et un sapiens, un pré-sapiens africain, mais ça peut être aussi un inuit ou un asiatique du nord et un sahélien, un africain sahélien. Vous voyez un grand tendon ici, un calcanéum très long, et à ce moment-là, vous voyez ici la polynevrose plantaire, ça permet de récupérer toute l'énergie cinétique, hein, à la réception pour repropulser l'individu. Parallèlement, au nord, vous avez l'inverse, un très gros mollet charnu qui accumule la chaleur et qui la conserve puisqu'il aura un gros volume interne pour proportionnellement une surface externe moins importante, permettant de conserver la chaleur et de limiter la dissipation d'énergie, hein, la dissipation de chaleur par justement le fait qu'il a moins de surface pour un plus gros volume, hein, c'est la base, hein, c'est la règle de Allen et Bergman. Il y a la règle de Lavier qui est des tendons courts et des gros muscles produisant de la chaleur pour pouvoir se déplacer en climat froid sans geler et en continuant à être actif, hein, et produire de la chaleur qui va remonter par la circulation dans le haut du corps. Donc, très bon chauffage central des habitants du Nord, mais pas efficace pour la course. Voilà. Là, c'est un nordique, hein, c'est un champion de bodybuilding européen, hein, ou asiatique, et là, vous avez un sahélien, un africain, avec un maximum de surface extérieure en vérité pour un minimum de surface intérieure, parce que le bloc moteur est tout petit, il produit peu d'énergie, mais la chute, hein, toute l'énergie de la chute est récupérée dans ces longs tendons qui permettent la repropulsion. Donc ça, c'est très important de le comprendre, mais le petit mollet, tout court avec un long tendon, lui est très performant à la machine. De même, au soulevé de terre, un Africain subsaharien, par exemple, va monter une première barre et en série, il va être très bon puisqu'il va accumuler dans ses ischios beaucoup d'énergie. Vous le voyez faire 200 kg et après, il va pouvoir faire une série 10 derrière en n'étant pas forcément extrêmement volumineux, tout simplement parce que ses ischios sont extrêmement tendineux et permettent de récupérer l'énergie de la descente, hein, de la barre et de la descente du corps, hein, et de repartir avec jusqu'à 50 kg, même des fois plus, hein, peut-être moins, accumuler, ça varie sur les individus, dans les surfaces tendineuses et les aponevroses. Voilà. Et il va repartir et il va avoir un très bon soulevé de terre en série. Et paradoxalement, il sera moins bon en maxi, puisque il ne pourra plus jouer en maxi sur la récupération énergétique en phase négative, hein, donc en retour à terre du soulevé de terre. C'est intéressant de comprendre qu'ils peuvent paraître forts, mais ce n'est pas le travail de contraction musculaire réelle qui fait que tu peux être bon dans certains mouvements. C'est souvent la restitution énergétique et des tendons et des fascias qui est trompeuse, qui fait que le gars va faire des grandes séries, mais il ne va pas se développer en muscle, puisqu'en fin de compte, il va surtout utiliser ses surfaces tendineuses et ses fascias pour récupérer l'énergie comme des élastiques, et c'est juste ça. Hein. Donc c'est pas ce qu'on recherche en bodybuilding, hein. Donc il y a quelques petits trucs, par exemple pour les mollets, vaut mieux partir pour pouvoir avoir une bonne puissance quand tu n'as pas forcément des mollets très longs, hein, donc tu as des mollets courts, fais des placements, des extensions de mollets sans les étirer à fond, pied à plat, et tu montes et tu repars. Comme ça, tu pars sur une surface tendineuse qui n'est pas étirée. C'est des petits trucs de bodybuilder, si ça vous intéresse, hein. Mais moi, j'aime bien mélanger science, évolution et bodybuilding. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est toujours très intéressant de comprendre qui nous sommes et que quand nous paraissons forts, nous ne le sommes pas forcément, hein. Nous sommes forts musculairement, hein. On croit qu'on est fort, non, pas forcément, hein. Alors c'est pour ça aussi qu'en fonction des types morphologiques, hein,
et de l'origine des sportifs, qui soient d'Afrique avec tout cet appareil tendineux extrêmement développé pour pas produire de chaleur, ou du Nord, avec des jambes plus courtes, un buste plus long, on va performer dans différentes disciplines. C'est ainsi qu'on retrouve beaucoup d'Africains subsahariens dans la course, alors quand ils sont de l'Est, donc moins gros, plus petits, parce qu'il y a moins à manger, tu vas les trouver dans les courses de fond, et quand ils sont bien alimentés, plus gros, sur des milliers d'années, bien sûr, des dizaines de milliers d'années, tu vas trouver des Africains de l'Ouest avec ce même système tendineux, les deux, mais système tendineux sur des gros individus pour les sprinteurs, des grands comme Usain Bolt, qui est un grand gabarit, ou des petits gabarits qui ont les mêmes types de systèmes tendineux, mais plus petits à l'Est, dans des régions plus désertiques où on ne peut pas se permettre on ne peut pas avoir de grands individus sélectionnés puisqu'il y a souvent des carences alimentaires dues à la sécheresse et à un milieu plus aride, mais une même chaleur qui limite, qui va empêcher, qui va générer des individus avec de longs tendons de ne pas monter en chaleur. On n'a pas des longs tendons, on n'est pas tendineux à la base pour courir vite, après des gazelles ou fuir des prédateurs, mais principale pression sélective, c'est la chaleur dans ces zones-là et les gros mollets. La principale pression sélective pour avoir des gros mollets, donc sélection de mutation, c'est le froid, bien sûr, des premiers Européens qui sont venus, des premiers sapiens qui sont venus au nord, qui sont mélangés bien sûr à Néandertal, et qui ont hérité de ces morphologies. Un ischio néandertalien ou d'homme du Nord ou d'Inuit est visiblement beaucoup moins tendineux qu'un ischio d'Africain. C'est évident. Ça n'a pas du tout la même, c'est-à-dire ça a à peu près la même fonction, mais ça n'est pas du tout les mêmes contraintes climatiques à la base. Bon, maintenant il y a la climatisation partout et le chauffage central, ça va atténuer les pressions climatiques sélectives, mais ça joue quand même encore. Donc c'est tout le temps intéressant. Je vous montre encore pour vous montrer des images. Vous avez un homme, alors la jambe d'un homme et la jambe d'un gorille. Alors ils viennent de faire une étude de reconstitution. Alors là c'est un primate quadrupède. Bon, je l'ai fait parce que c'est intéressant, elle est juste. Mais là ils ont fait une étude et puis une étude qui est passée de reconstitution des jambes de Lucie. Alors vous avez bien vu dans mes bouquins, j'ai mis toutes ces reconstitutions de membres inférieurs de primates et d'humains, et ils se sont aperçus que le membre inférieur des humains était beaucoup moins massif et musclé que les singes. Alors, je l'avais déjà mis, et que Lucie, c'est évident, Lucie, grimpait encore aux arbres. Donc vous avez ici, vous voyez, une jambe extrêmement musclée, des quadriceps très courts, des fémurs très courts et des quadriceps très massifs. Et vous avez chez l'homme des tendons, et encore lui c'est un nordique, qui descendent beaucoup plus des tendons beaucoup plus longs et un mollet beaucoup moins charnu et volumineux. Et pareil pour la cuisse, une cuisse beaucoup moins volumineuse, mais paradoxalement, en contrepartie, un bloc moteur en haut très massif, près du centre de gravité, pour la propulsion rapide, pour la course. Donc, c'est pas du tout les mêmes structures, je l'ai expliqué, eux ont découvert ça récemment, ils auraient dû lire mes livres, tout est expliqué. Alors des petits malins sont venus dire, il ne suffit pas d'avoir il ne suffit pas d'émettre des suppositions, des hypothèses, il faut encore un travail, un véritable travail de construction scientifique. Je dis non, vous n'avez pas compris. Ils ont fait une reconstitution 3D avec un logiciel, une reconstitution 3D par un logiciel, en tirant les muscles sur des os que nous avons et que j'ai comme eux. Moi, je l'ai fait en 2D et beaucoup mieux qu'eux et 6 ans avant pour en tirer des conclusions beaucoup plus précises. Bon, ils ont fait la une des magazines scientifiques, c'est moi qui aurais dû la faire, puisque je l'ai fait il y a longtemps. Dire, vous n'avez pas publié? Non, j'ai publié, 35 000 exemplaires, c'est bien vendu, et c'est avant eux. Donc de toute façon, si tu veux venir et dire qu'ils l'ont trouvé avant moi, tu as la date de publication et on te la met profond dans ton cul. C'est moi qui l'ai expliqué avant. Alors ça m'énerve, parce qu'on est en France et on ne vient pas chercher un Français qui t'explique ça, et on prend des mecs qui sont des bourrins, des abrutis, et qui, pas vraiment des abrutis, mais qui sont pas très finaux dans le domaine, puisque la reconstitution de Lucie qu'ils ont fait montrant qu'ils avaient des mollets encore pour grimper, gros, ils n'ont pas expliqué vraiment pourquoi il y avait une réduction des mollets chez les hommes, ils n'ont pas compris le principe, c'est pour marcher, oui, mais c'est essentiellement aussi pour ne pas monter en chaleur, et ça ils l'ont pas trouvé, et ils sont pas prêts de le trouver, sauf s'ils lisent mon livre, parce qu'ils sont pas
spécialistes en biomécanique, comme je dis tout le temps, il y a très peu de vrais paléontologues qui sont extrêmement bons en biomécanique. C'est souvent ce qui leur manque, c'est la compréhension biomécanique des choses, puisqu'ils sont formés à l'anatomie, à la physiologie, à l'évolution des systèmes. Ils le connaissent très bien, mais dès qu'on passe biomécanique, il n'y a plus personne. C'est de la mécanique en plus, et souvent, ils n'ont pas de visualisation. Moi, j'ai la visualisation, du dessin, j'en ai fait pendant des années, du dessin technique, j'en ai fait. J'ai fait des livres qui sont vendus dans le monde entier, donc je peux, dans le monde entier, c'est-à-dire que j'ai fait depuis 30 ans, si tu veux. Donc, j'arrête pas de travailler là-dessus, et je continue à travailler là-dessus. Donc, eux n'avaient pas compris que c'est pour la chaleur, et ils ont dit juste, Lucie avait des jambes très musclées, plus musclées par rapport à un humain. Oui, c'est évident. Mais moi, j'ai expliqué, c'est pour pas monter en chaleur que les humains ont perdu leurs muscles, et pour pouvoir restituer l'énergie pour la propulsion. Ça, ils le savent, mais ils ne savent pas pourquoi, c'est encore plus tendineux. C'est pour ne pas monter en chaleur, quelque chose qu'ils n'ont même pas vu. C'est ce qui vient compléter la règle de Berman et d'Allen. Il devrait y avoir la règle de Berman, Allen et de Lavier pour la restitution énergétique et éviter de monter en chaleur, ou la production de chaleur pour monter en chaleur. Personne n'a remarqué ce truc si simple qu'il y avait dans les tendons et les fascias, ces particularités qui étaient faites pour ne pas monter en chaleur, et dans les muscles pour monter en chaleur. Avoir des muscles est un avantage au froid pour monter en chaleur, et un désavantage au chaud compensé par tout un système tendineux. Voilà, c'est toujours très intéressant de le comprendre. Voilà. Alors, dernier petit truc, j'aime bien faire des vidéos un peu longues. C'est un peu technique, mais on le fait quand même. C'est un peu chiant de m'écouter, mais j'aime bien. Des fois, j'ai le temps là. Il y a des prix Nobel, on discutait avec Gundil. Alors, ils avaient trouvé, on n'avait pas trouvé ils n'avaient pas trouvé la solution exacte. Ils se sont aperçus, les prix Nobel, ils ont fait une étude qu'une certaine mutation, je n'ai pas le nom de la mutation, elle a un nom complexe, je ne retiens pas les noms complexes, une mutation entraînait une modification de la forme des globules rouges, mais aussi une modification des tendons. Alors, sur les tendons, je crois que cette modification a lieu, alors on a regardé avec Gundil, pour une simple raison, c'est qu'elle va générer une réponse nerveuse. Alors, ça c'est sur la biochimie, ça joue sur la réponse nerveuse, dans la production de neurotransmetteurs, les canaux, je ne sais plus quoi. Alors, c'est pas ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion à laquelle on va arriver. Et alors, cette mutation entraîne une réponse nerveuse de contraction plus rapide quand il y a une mise en tension, donc au niveau proprioception, quand il y a une mise en tension ressentie par le système nerveux dans les fascias. Donc il va y avoir une réponse nerveuse qui va entraîner une contraction plus rapide des muscles. Et ça joue sur la rigidité des tendons. Donc, les individus qui ont cette mutation, en plus d'avoir une mutation sur la forme des globules rouges qui leur permet d'éviter d'être plus sensibles au paludisme, au plasmodium, donc à ce parasite, qui va moins pouvoir, je crois, que se fixer ou qui va avoir des problèmes pour pouvoir se reproduire et vivre dans l'organisme par la forme de la globule rouge elle-même. Va aussi jouer sur le système nerveux et va créer une réponse de contraction plus rapide à la mise en tension de ces structures tendineuses lors des déplacements. Et il se trouve que si la réponse tendineuse est plus rapide, lorsqu'il y a l'impact au sol, la contraction va être plus rapide pendant le développement de l'individu, et ça va générer des tendons qui se mettront moins en extension complète, donc un tramage du tendon qui, au cours du développement de l'individu, va être plus tramé puisqu'il aurait été moins étendu par les extensions progressives à cause de cette mise en tension des fascias. Donc normalement, c'est ce qui se passe, puisque c'est le système nerveux qui va entraîner la contraction, donc tout de suite, sans avoir une extension complète. Ce qui est parfaitement adapté aux individus de l'Ouest africain. Alors, ils sont aperçus que cette mutation, on l'a trouvée à l'ouest de l'Afrique et pas à l'est de l'Afrique, et ils n'avaient pas compris pourquoi. Et ils avaient mis ça sur le dos du fait qu'en fin de compte, elle avait été sélectionnée pour son association aux globules rouges qui permettent d'éviter
une trop grosse mortalité, alors oui, bien sûr que ça a joué, en zone où il y a du plasmodium, où il y a du paludisme transmis par les anophèles, ce sont les moustiques qui transmettent ce virus. Donc, ce qui n'était pas totalement juste, puisque ce sont des vieilles mutations qui sont apparues, et l'agriculture a commencé il y a 6000 ans, et c'est les trouées dans les forêts qui ont généré le déplacement des anophèles, et dans les cultures, la possibilité d'avoir des mares où ils pondent, et où les moustiques pondent, et les moustiques dans lesquels il va y avoir ce parasite qui va rentrer par la piqûre dans l'individu et lui filer le paludisme qui peut le faire mourir. Donc il pensait que c'était ça. Et moi j'ai expliqué non, c'est pas vraiment ça, c'est encore une question de biomécanique et de poids. Alors bien sûr c'est aussi ça, mais on va dire c'est les deux mon général. Mais c'est pris d'une façon primordiale et primaire. Première pression sélective, la chaleur, et l'avantage d'avoir les tendons raides au nord par justement cette réponse nerveuse, c'est comme les individus sont lourds, ça va mettre une tension ça va mettre des tendons justement plus tendus pour des individus plus lourds qui mangent mieux et qui vont à ce moment-là avoir une meilleure restitution énergétique dans le déplacement et justement une moins grande consommation d'énergie en climat tropical, humide, chaud, avec des individus souvent très lourds, en tout cas de 10 à 15 kilos ou même plus, 20 kilos plus lourds que des petits Africains de l'Ouest qui vivent souvent des carences alimentaires. Et cette mutation qui entraîne justement une réponse nerveuse qui met en tension tout de suite les tendons, n'aurait pas pu se conserver à l'est de l'Afrique pour la bonne raison que les individus sont plus légers et que cette réponse nerveuse précoce dans la mise en tension, donc tout de suite on répond, donc on laisse pas le temps aux tendons de s'étirer, aurait rendu les tendons trop rigides et le déplacement à ce moment-là de l'individu en aurait été compromis puisque il aurait eu des tendons trop rigides pour son poids, ne permettant pas de restituer l'énergie cinétique lors des déplacements, ce qui aurait, bien sûr, généré une marche plus consommatrice d'énergie avec plus de contraction musculaire, faisant que dans ces pays semi-désertiques extrêmement chauds, les individus seraient montés en chaleur beaucoup plus rapidement avec possibilité d'évanouissement et de mort, bien sûr. Donc, c'est en vérité un facteur climatique qui fait que cette mutation est passée à l'ouest à cause du poids des individus et de l'alimentation, de la structure, et elle n'est pas passée à l'est. Et bien sûr, elle a été conservée aussi parce qu'il y avait aussi ce facteur anophèle et paludisme qui l'a rendue 2 fois plus favorable. Et elle était plutôt défavorable à l'est et favorable à l'ouest pour le poids des individus et le palud. Et à l'est, elle était défavorable à cause du poids léger des individus et a rendu les tendons trop rigides. Alors c'est aussi pour ça qu'ils sont aperçus que tous les sprinteurs, ou quasiment tous les sprinteurs d'origine africaine, qui gagnaient les championnats à haut niveau, avaient cette mutation particulière que nous ne retrouvons pas à l'est, bien sûr, puisqu'ils sont trop légers. Et que c'est pour ça qu'ils gagnaient. Alors ils n'ont pas compris, parce qu'ils voient le déplacement, mais ils ne voient pas la cause thermorégulation. C'est avant tout pour des raisons de thermorégulation et de leur poids, lourd parce qu'ils mangent beaucoup à l'ouest, que les individus ont maintenu cette mutation qui est fait d'eux, bien sûr, des bons sprinteurs et des bons coureurs. Ce n'est pas que la contraction musculaire, c'est aussi la qualité des tendons et des fascias plus ou moins rigides. Alors, en Afrique, de toute façon, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, les tendons et les fascias sont visiblement beaucoup plus raides que les fascias et les tendons des Européens qui, eux, n'ont pas besoin, en tout cas au niveau des membres inférieurs, d'être aussi tendus que les Africains parce que la principale cause de pression sélective, c'était le froid et produire de la chaleur et non éviter dans la restitution énergétique d'en produire. Donc c'est toujours hyper intéressant de comprendre ces systèmes de thermorégulation et de fascia plus ou moins tendus. Alors, on retrouve d'autres zones. Tiens, je vais faire une longue vidéo, un peu plus longue. Je discute avec Gundil de ça. Il dit, ouais, c'est partout dans le corps. Non, pas forcément partout dans le corps. On retrouve d'autres zones musculaires qui sont aussi extrêmement tendineuses et
et qui sont organisés pour une question de restitution énergétique, hein, dans la mise en tension comme des élastiques, c'est par exemple les pecs. Hein, le pec, c'est un muscle qui est fait pour, chez l'homme, hein, pas chez le singe, mais chez l'homme, s'étirer et accumuler énergétique pour lancer. Donc on va trouver dans tout l'appareil, dans tout le muscle du pec, c'est un muscle qui va être extrêmement fibreux, et tout l'appareil ligamentaire de l'épaule et articulaire est aussi extrêmement est aussi fait pour pouvoir s'étendre et récupérer l'énergie cinétique. Donc c'est des zones ici qui sont très, on va dire, avec des fascias très importants, hein, qui sont faits pour pouvoir récupérer cette énergie cinétique, hein, cette énergie du mouvement, comme des élastiques, pour pouvoir, quand vous tournez, et les abdos aussi, hein, les obliques sont faits pour ça, hein, pour accumuler l'énergie cinétique lors des mouvements et restituer, hein, lors des oscillations par le mouvement des jambes, pour restituer l'énergie et rendre la marche plus facile. Hein, les singes ne marchent pas comme ça, hein, ils peuvent ramener les jambes en avant, mais ils n'ont pas forcément le même système, hein, extrêmement efficace que nous avons nous avec notre bassin court, hein, pour pouvoir récupérer l'énergie cinétique dans les fascias de la sangle abdominale. C'est toujours très important de comprendre les fascias, hein, la merveille des fascias. Il y en a qui font plein de livres là-dessus, qui ne sont pas forcément très bons d'ailleurs. Hein. Moi, je vous l'explique avec l'évolution. C'est intéressant de comprendre que tous les obliques sont constitués, hein, bien sûr, pour faire des rotations, et ces rotations ont comme but de lancer, mais aussi de marcher plus facilement pour compenser les grandes oscillations des jambes par des rotations du bassin et des épaules, des pendules. Hein, vous voyez, quand les mecs font debout, ils ont des pendules. Nous, on a ce système de contrebalancement qui permet justement d'avoir une marche équilibrée malgré les grandes oscillations des jambes. Donc quand on balance la jambe en avant, on va aller dans l'autre côté, hein, le but de l'autre côté, hein, c'est classique, c'est très intéressant à comprendre. Hein. Je vous ai fait des petits dessins partout dans l'éveil, mais vous en avez partout, hein. Sur la marche, c'est tout le temps très, 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 très cool à regarder. Voilà, je vous l'avais fait, celle-là. Vous avez d'un côté les muscles qui se contractent, hein, et de l'autre côté, les muscles qui s'étirent pour restituer l'énergie cinétique. On a un système de récupération énergétique pendant la course extrêmement efficace. Alors, il est beaucoup plus efficace pour ne pas monter en chaleur pendant la marche. On n'est pas vraiment fait pour courir longtemps. On est fait pour marcher longtemps et vite et trottiner un petit peu. Notre course est pas super économique, c'est surtout notre marche rapide et notre petit trottinage qui est efficace, hein, et qui nous a permis d'être des chasseurs épuisant les proies par cette restitution, par cette accumulation énergétique dans les tendons, qui nous empêche de monter en chaleur et de consommer trop lors des déplacements. Voilà, et pas monter en chaleur et de faire monter en chaleur les autres, hein. On les tue, les animaux, en les faisant monter en chaleur. En plus, on a un système sudoripare extrêmement efficace. Donc, on a aussi le membre supérieur qui est fait pour pouvoir accumuler l'énergie cinétique et pouvoir lancer avec puissance. Nous sommes les seuls animaux, il y en a quelques-uns, il y a un poisson, il y en a d'autres, capables de tuer à distance, hein, avec des objets. Alors, les singes le font aussi, hein, ils lancent des objets, hein, aussi, mais l'homme s'est spécialisé dans le lancer et lance particulièrement bien depuis qu'il ne monte plus aux arbres et qu'il n'a plus ses tendons des doigts recourbés, hein, pour pouvoir se maintenir en crochet. Donc nous, on a perdu cette capacité quand tu mets la main en tendon par des fléchisseurs courts, avoir les mains les doigts quand tu étends la main qui se recourbe, ce qui permet par exemple aux chimpanzés, aux gros singes, de se maintenir dans les arbres sans tomber, hein. Alors que les petits singes, eux, ils marchent comme ça, ils sont moins lourds, ils ont moins ce problème-là. Hein, les gros singes, plus tu es lourd, plus tu as un problème de réception qui va être compensé par des tendons courts. D'ailleurs, c'est ce qui m'opposait un peu sur une chaîne où on voyait quelqu'un qui mettait en valeur une paléontologue qui disait des conneries en disant que les chimpanzés sont passés d'un ancêtre bipède à un ancêtre quadrupède parce qu'ils avaient justement ce fait de marcher sur l'extrémité des doigts, hein, qui n'est pas propre aux autres singes qui eux marchent comme ça, non. Alors ils n'ont pas compris, hein, si les gros singes comme les grands primates marchent sur le bout de, c'est encore une histoire de tendons, hein, et de rigidité des tendons. C'est tout simplement parce qu'ils ont un certain poids et qu'ils sont lourds, et comme la première cause de mortalité chez les gros singes, c'est la chute de l'intoxication
alimentaire en général, ou les bactéries et les pathogènes. Voilà, les bactéries, les virus, les parasites, donc les pathogènes. Donc les prédateurs, ils n'en ont pas tant que ça parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent se réfugier dans les arbres. En savane, c'est un peu plus dangereux. Donc les gros singes, les grands singes, donc nos ancêtres étaient des singes de taille assez importante comme les chimpanzés, donc qui avaient ces doigts rigides. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que leurs ancêtres étaient debout, ils sont remis à quatre pattes, pas du tout. Chez les chimpanzés, c'est pas du tout ça. C'est une abrutie, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais elle est con, elle connaît pas la biomécanique, elle a des lacunes. C'est tout simplement qu'à partir d'un certain poids, pour pas tomber dans les arbres, donc il y a sélection des individus qui ont des mutations entraînant un raccourcissement des fléchisseurs des doigts. Vous voyez, les fléchisseurs des doigts, hop, il y a des fléchisseurs des doigts qui sont en profondeur ici. Donc ils vont être très courts, ce qui va faire que les chimpanzés peuvent manger en étendant les doigts qu'en fléchissant le poignet. Et s'ils étendent les doigts, s'ils étendent le poignet, les doigts vont se recourber parce que les fléchisseurs des doigts qui sont ici sont très courts et rigides. Donc cette main en crochet, dès qu'ils étendent le doigt, la main est en crochet, plus d'effort musculaire, ils chopent la branche comme ça, elle est déjà en forme de crochet et ils ne tombent pas. Ce qui pose un problème lors des déplacements, ils ne peuvent plus se déplacer comme les macaques, vous savez, qui marchent à quatre pattes, comme s'ils sont quadrupèdes. Ils vont se déplacer, ils ne peuvent plus se mettre comme ça, puisqu'ils s'ils se mettent comme ça, ils sont comme ça, donc ils vont se déplacer sur leurs mains en crochet étendues, et comme ils ont la main étendue en crochet et plus comme ça, donc ils vont prendre 10, 15 cm d'inclinaison du buste, ce qui fait qu'ils sont presque bipèdes en étant quadrupèdes, puisqu'ils n'ont plus... Grâce à ces tendons courts, ils marchent le buste redressé et ils n'ont plus qu'à se redresser un peu sur leurs petites jambes pour pouvoir se mettre debout d'une façon ludique, prendre un bâton et puis péter la gueule au voisin qui fait chier pour avoir la femelle ou pour s'imposer dans le groupe comme mâle dominant, ou pour casser la tronche à une rivale. C'est comme ça les chimpanzés et leurs ancêtres qui étaient les nôtres aussi. Donc c'est à cause de leur poids important et de leurs tendons courts qu'ils se redressent facilement, tout simplement parce qu'ils ont des tendons courts, des fléchisseurs, et ça les met directement en position presque debout. Et ils peuvent à ce moment-là marcher. Donc tout le temps, une histoire de fascia, de tendons, de récupération. Alors ça, c'est pas de la récupération énergétique, mais ça permet à ces fascias et à ces tendons de pouvoir bien mettre en crochet, quand ils sont courts, les mains. Voilà. Et du coup, ils marchent debout, ce qui est très intéressant. Alors, si un singe peut marcher debout, comme on dit, par contre, il peut repartir très rapidement à quatre pattes et se remettre debout et marcher. Tandis qu'un homme qui aura évolué en savane aura pris des mutations particulières, qui lui développent ses jambes en longueur, bien sûr, et qui ne lui permettent plus à ce moment-là de revenir en position quadrupède. Donc il va rester debout et il ne pourra plus remarcher. Alors si les singes, les grands primates comme les chimpanzés, les bonobos ou les gorilles peuvent très bien adopter une marche bipède, même s'ils ne peuvent pas courir pour des raisons morphologiques, je vous en ai déjà parlé, ils peuvent très vite revenir à la position quadrupède pour courir, tandis que l'homme ne pourra plus jamais revenir à la position quadrupède, puisque sa position bipède s'est adaptée par mutation ensuite, par pression sélective, avec développement du bassin, allongement des jambes, ce qui fait que s'il marche bien, comme le singe marche bien, lui ne peut plus courir à quatre pattes, il est obligé de rester debout et se mettre à courir debout. Voilà. Mais il peut bien courir debout. Tout ça, c'est intéressant. C'est parce que sur la chaîne, il m'avait dit, dans ce cas-là, pourquoi les hommes ne peuvent pas, dans ce cas-là, aller à quatre pattes, c'est la preuve que nous avons un ancêtre, que les chimpanzés ont un ancêtre bipède, et après ils sont venus. Non, ils disent des conneries. C'est des gens qui ne maîtrisent pas la biomécanique qui est sous-tendue, bien sûr, par les règles de la mécanique qui sont elles-mêmes réglé par la physique newtonienne. Voilà, je ne sors pas ça de mon cul, c'est de la science pure et dure. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vous parler de l'importance des fascias et des tendons sur nos performances. Il n'y a pas que la contraction musculaire, il y a aussi la performance. Alors, c'est pour ça aussi que, par exemple, on voit en sprint les Africains subsahariens, et par contre,
Au vélo, on en voit moins puisque leurs jambes sont trop lentes et au vélo, tu ne fais pas de récupération énergétique dans les tendons. Quand tu es un champion de vélo, tu fais uniquement de la contraction positive permanente. Donc, c'est une discipline adaptée pour les Européens qui ont très peu de tendons et de fascia comparativement aux Africains subsahariens qui font de la récupération énergétique. Donc tu vas voir briller dans certaines disciplines comme le vélo, des Européens et beaucoup moins d'Africains, puisque le bloc moteur des Européens est souvent dans la partie basse du membre inférieur, mollet, sans tendons, contraction positive, et contraction face positive, la contraction faite pour produire de la chaleur et pas beaucoup de restitution dans les tendons d'énergie. C'est pas le but chez les Européens. Et quadriceps bas, pour pouvoir se déplacer avec le bas de la jambe musculairement pour produire de la chaleur en climat froid. Les Africains ont plutôt le bloc moteur haut, les cuisses en carotte et justement et tout le bloc moteur dans la fesse qui les favorise dans la course puisque le centre de gravité, près du centre de gravité, ils vont courir plus facilement sans lest de cheville comme un Européen, c'est lest de cheville musculaire qui sont en réalité des producteurs de chaleur, avec un quadriceps bas, gros mollet qui en fait souvent de mauvais sprinteurs et de mauvais coureurs de fond. Je m'entends quand je dis mauvais, il y a beaucoup d'Européens qui font des marathons et les super trailleurs sont des Européens la plupart du temps, même s'ils sont moins performants que les Africains dans les distances plus courtes et dans le sprint. On court quand même bien avec des gros mollets et des cuisses basses, mais moins bien qu'un Africain subsaharien. Tout est à relativiser, bien sûr. Voilà. Et si vous voyez des super trailleurs européens ou asiatiques, ou même des fois maghrébins, c'est tout simplement que ce sont des individus qui vivent dans des climats à calories limitées comme les maghrébins, ou qui ont vécu, qui sont leur descente, leur lignée s'est développée dans des milieux à calories à manque, abondance, à cycle abondance manque, comme l'Europe avec l'hiver, où il fallait accumuler du gras. Donc on accumule en sous-cutané et en viscéral, dans le bide, dans les viscères, en intramusculaire et sous la peau, ce qui permet justement, quand on dépasse la barrière des 40 km, 40, 50, ou sont beaucoup plus performants, par exemple les Africains de l'Est, de voir revenir les Européens et les Asiatiques, pas parce qu'ils courent mieux, mais parce qu'il leur reste de la réserve énergétique en graisse viscérale et sous-cutanée et intramusculaire. Voilà, qui leur permet de faire 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et même plus, parce qu'ils vont bouffer à ce moment-là leur réserve énergétique. Ils courent avec un gros réservoir d'énergie sur eux que n'ont pas les Africains subsahariens qui ne vivent pas, qui n'ont pas autant de gras sur eux. Voilà, c'est des questions d'énergie, de récupération énergétique. Voilà, petite vidéo de presque 1 heure, 52 minutes, que je voulais vous faire. Et alors voilà, si vous voulez vous instruire sur l'humanité, tu as l'éveil des consciences, ou comment devenir un homme libre. Et je vais sortir bientôt, je termine là, l'éveil des consciences 2, penser pour moi-même et pour les autres. Petit clin d'œil à Marc Aurèle, qui est quelqu'un de formidable, malgré la distance temporelle qui nous sépare et le fait qu'il n'existe plus, mais sa pensée est encore là, et c'est un des rares riches et fils de riches qui n'a pas été corrompu par le fait de naître et de se développer dans un milieu pléthorique qui lui aurait fait perdre toute réalité et toute capacité à de la grande réflexion propre à l'humanité entière. Voilà, c'est un des rares qui est comme ça. Les fils de riches, les fils de nantis sont souvent des dégénérés, malheureusement, pas tout le temps, mais souvent, c'est connu, et ils n'ont pas forcément les qualités qui ont mis au pouvoir ou qui ont fait monter socialement leur papa et leur maman. Plutôt leur papa en général, les mamans étant plus souvent prises pour leur gentillesse ou leur beauté, leur capacité, leur beauté qui est en fin de compte la fonctionnalité pour faire des enfants qui attirent tous les hommes. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.